Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la motion de censure qui a conduit à la chute du gouvernement de M. Barnier et du coup au rejet de la loi de finances pour l'année 2025. Il y a eu beaucoup de littérature sur Internet sur les innombrables amendements en matière d'immobilier. C'était du temps perdu, je vais revenir dessus, puisque au final, les amendements sont partis à la poubelle, littéralement, avec la loi de finances elle-même. Mais évidemment, si vous aviez suivi le droit d'investir, vous auriez su qu'il était inutile de s'exciter sur tous ces sujets pendant des mois, puisqu'il était prévisible que cette loi finirait justement par ne pas être adoptée. Et pendant ce temps-là, qu'avons-nous fait dans le droit d'investir ? Nous nous sommes attaqués au vrai sujet, comme la loi Lemeur qui, elle, a bien été votée et est entrée en application. J'ai donc pu décortiquer la loi Lemeur et faire un épisode spécial du droit d'investir à cet effet, de façon à rassurer les loueurs en meublé en courte durée. Bon, revenons à notre sujet de la loi de finances 2025. Elle n'a pas été adoptée alors qu'elle contenait diverses dispositions en matière fiscale, notamment sur des nouveautés en matière de calcul de la plus-value des loueurs meublés, et particulièrement des loueurs meublés non professionnels. Comme elle n'a pas été adoptée, nous sommes pour l'instant toujours sur le régime des plus-values des particuliers. Pour rappel, lorsque vous vendez un bien immobilier, pendant les 5 premières années de détention, si vous réalisez une plus-value, vous allez être taxé à 36,2 sur la plus-value réalisée, 19% d'impôts, 17,2 de prélèvements sociaux. À partir de la 6e année de détention, ça décroît et au bout de 30 ans, vous êtes à 0 d'impôt. Évidemment, c'est la même plus-value pour les particuliers qui vendent un bien qui n'est pas occupé, qui n'est pas loué, qui vendent un bien qui est loué en nu et qui vendent un bien qui est loué en meublé sous un statut de loueur meublé non professionnel. J'insiste bien. Or, Madame Lemeur, la députée, s'était émue dans le rapport et sur le projet de réforme de la fiscalité locative que ça constituait un avantage et de nombreux députés avaient emboîté le pas en disant qu'il était anormal que ce soit le même régime fiscal. Donc, la loi de finances prévoyait une réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on avait une plus-value réelle, par exemple prix de revente 400 000 alors que le prix d'achat était de 300 000, 100 000 euros de plus-value, mais plus on détenait le bien pendant longtemps, plus on l'amortissait sous un statut de loueur meublé non professionnel, plus la somme à réintégrer à ma plus-value de 100 000 était importante. Par exemple, sur un achat à 300 000, au bout de 20 ans, on peut, disons, miser sur le fait qu'on avait à peu près peut-être 180 000 euros d'amortissement. Et donc, la plus-value, c'était plus 100 000 pour le calcul. C'était 100 000 plus les 180 000 euros d'amortissement, réintégration de l'amortissement. Donc, une base taxable à 280 000. On a glosé sur ce sujet pendant des semaines et des semaines. Innombrables posts sur Facebook, innombrables posts sur LinkedIn, tout ça pour rien. Ça n'a pas été adopté. Et à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que nous n'avons toujours pas de nouveau gouvernement à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors peut-être que dans l'intervalle, évidemment, quand vous la regarderez, il y aura un gouvernement qui a été formé. Peut-être même que si vous la regardez dans plusieurs mois, une nouvelle loi fiscale aura été adoptée avec cette fois-ci un nouveau calcul sur la plus-value des loueurs meublés non professionnels. En attendant, là où je veux en venir, c'est qu'il est inutile de passer des heures et des heures, voire des jours ou des semaines, à spéculer sur des choses qui ne sont pas votées. Je vous invite à reprendre en main votre temps. Votre temps, c'est ce que vous avez en réalité de plus précieux. Et je vous le dis, calculez votre taux horaire. Et je le répéterai à de nombreuses reprises. Pourquoi ? C'est très simple. J'en parlais et je vais vous donner un exemple concret. Avec une amie avocate. Cette amie fait du contentieux en droit du travail. C'est quoi le contentieux? C'est le procès. Comme vous le savez peut-être, en tant qu'avocat, j'ai arrêté d'aller plaider et je ne fais plus que du conseil pour investisseurs immobiliers, donc certainement pour vous qui regardez cette chaîne. Je crée des sociétés pour les investisseurs immobiliers, je rédige des contrats en faveur des propriétaires, des sous-loueurs, des conciergeries et je commercialise mon podcast pour Pro de l'Immo et investisseurs immobiliers, le droit d'investir, ce qui fait déjà pas mal d'activités.
Je suis également investisseur immobilier. Cette amie, elle, fait du contentieux, donc elle va plaider devant les tribunaux. Et lorsqu'on va plaider devant un tribunal, que doit-on faire préalablement à la plaidoirie? On doit préparer un dossier. Donc, vous êtes le client, vous avez des problèmes, vous allez expliquer votre situation et vous allez envoyer des pièces. Et maintenant, les envois de pièces se font par voie numérisée. Ce qui veut dire que vous allez scanner vos documents, pas forcément leur donner de nom parce que c'est peut-être le scanner qui vous génère le nom automatiquement du document. Est-ce que vous allez prendre le temps de renuméroter ou de tout simplement donner le bon nom à votre document PDF? Vous allez scanner une lettre, un règlement de copro, un échange de courriel, etc. Vous envoyez tout ça à l'avocat qui, lui, va devoir faire le tri, les mettre dans l'ordre chronologique, tamponner les pièces, etc., etc. Et en termes de temps, c'est une activité extrêmement chronophage. Donc je disais à cet ami, écoute, quel est ton taux horaire? Alors moi je vous le dis, mon taux horaire, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Je suis à 350 € hors taxe de l'heure, 420 € TTC. J'ai pas de problème avec l'argent et à vous dire mes tarifs. Ils sont publics, ils sont sur mon site cabinet-boujard.com. Et je vous invite à aller voir mes services et mes tarifs pour savoir tout ce que je peux vous proposer comme aide et à quel tarif. Cela dit, donc cette amie est moins chère que moi, on n'a pas le même profil, elle est en province, je suis en région parisienne, et donc elle est à 300 € TTC de l'heure, soit 250 € hors taxe. Je lui parle donc d'un super outil pour l'aider, qui est un outil proposé par la société Doctrine, donc société en pointe sur l'intelligence artificielle en matière juridique. Je lui dis, tu vois ton dossier là où tu vas passer 3 heures pour trier tes pièces, les numéroter, leur redonner le bon nom, etc. Tu vas te servir de l'outil, en 10 minutes, c'est fait. Et là, elle me demande le prix de l'outil. Ok, c'est un abonnement, X centaines d'euros par mois. Et je lui dis, vu ton tarif horaire, c'est simple. En un dossier, tu as rentabilisé de toute façon l'outil. Parce que ton temps vaut beaucoup plus cher que l'abonnement à la société Doctrine. Et c'est en ça que je vous incite vraiment à calculer votre temps et à ne pas en perdre avec des spéculations en matière immobilière. Vous devez impérativement avoir les bonnes informations fiables, précises et certaines. Si vous commencez à avoir peur en disant « oui, mais peut-être que dans 2 ans, la fiscalité va changer, etc. », vous allez rester paralysé comme le lapin dans les phares de la voiture. Et vous n'avancerez absolument pas. D'accord? Donc arrêtez de perdre votre temps en écoutant un tel qui n'y connaît rien, en écoutant Trucmuche qui n'en sait pas plus que ça, un tel autre qui a entendu dire que, et enfin en regardant, il y a un député qui a déposé des amendements que ceci, cela, et puis finalement, zut, ça n'a pas été voté parce que tout est parti aux oubliettes. Voilà, moi j'ai vu trop de gens perdre du temps avec ça, se faire de nœuds dans la tête et avoir peur de risques éventuels. On va s'adapter en tant qu'investisseur immobilier. Moralité, la loi évolue, la fiscalité évolue, le droit évolue, mais on doit en réalité, même si on doit essayer d'anticiper les tendances, ça ne sert à rien d'essayer d'anticiper des éventualités qui finalement ne seront peut-être pas adoptées. Tout est plus complexe, certes, mais au moins basez-vous sur l'existant. Okay? Donc si votre taux horaire est de 50 €, 100 €, 300 €, calculez ce que vous allez perdre comme temps, justement en vous fiant à de vagues blogs ou à de vagues sources non référencées qui pourront en plus vous induire en erreur et vous faire commettre des erreurs extrêmement coûteuses. Okay? Tout ça pour vous dire que, conséquence du rejet de la loi de finances, on reste sur l'ancienne fiscalité. Ok. Conséquence peut-être désagréable, pas de prolongation de la loi Pinel par exemple. Donc ceux qui misaient sur une éventuelle prolongation jusqu'au 30 mars 2025, tant pis, il n'y a pas de prolongation à l'heure actuelle. Peut-être une absence d'extension du PTZ, prêt à taux zéro. Oui, effectivement, le rejet de la loi de finances a aussi des conséquences négatives pour l'immobilier, mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une remise à plat et une simplification de l'ensemble du secteur. Et par conséquent, moi, je fais partie de ceux qui voient le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est que pas de loi de finances, tout continue à fonctionner normalement, ils adoptent une loi d'urgence et ça ne va pas du tout empêcher France Trésor de lever 300 milliards d'euros de dette pour 2025, ce qui correspond au montant, je vous donne la source, Le Figaro, ce qui correspond au montant qui était prévu dans la loi de finances qui a été rejetée. Donc on se dit, mais
En réalité, pourquoi est-ce qu'on a fait autant de foin de tout ça, alors que de toute façon, ils vont lever en dette exactement ce qui était prévu dans la loi de finances? Ça ne change rien. Alors, il y aura moins de hausse d'impôts et moins de baisse des dépenses. Mais comme il y a plus de hausse d'impôts en proportion que de baisse des dépenses, j'ai envie de dire, tant mieux, on a échappé à des hausses d'impôts. La recette de tout ça, c'est qu'il faudrait couper drastiquement les dépenses. Il n'y a absolument aucun secret. Et si j'en reviens à l'immobilier, bah oui, il faut s'y faire. Maintenant, il faut arrêter d'aider l'immobilier avec des mécanismes de défiscalisation artificielle comme le Pinel. Parce que le Pinel, la défiscalisation, c'est ce qui coûte aux contribuables. J'en profite pour vous rappeler une chose. Ne dites pas ça coûte à l'État. L'État n'a pas d'argent, 0 €. Okay, l'argent public n'existe pas. Il n'y a que votre argent et le mien. C'est-à-dire l'argent du contribuable, que ce soit une personne physique ou une société, une personne morale. D'accord? Donc, en réalité, il faut arrêter d'aider l'immobilier. Parce que, bah oui, les promoteurs et les constructeurs ont vécu largement sur l'argent du contribuable. Lorsqu'on achetait un Pinel, on avait un mécanisme de défiscalisation qui réduisait les rentrées fiscales de l'État, mais donc qui réduisait justement ce que nous prêtions quelque part à l'État pour faire fonctionner le pays. Et ça conduit à biaiser le marché, tout ça. Puisque à force d'empiner les aides par ici, le PTZ par là, les APL par ici, le Pinel, le Malraux, le Girardin, anciennement le Cellier, le Robien dont j'ai fait les frais, etc., 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 on s'aperçoit que ces secteurs vivent sous perfusion et sont incapables de s'en passer ensuite. Ça, c'est gravissime, parce que la dette, elle continue à croître. Donc quand on vous dit « non, non, l'an prochain, on va baisser la dette parce qu'on va emprunter moins », c'est totalement faux. C'est une fumisterie, je n'hésite pas, je pèse mes mots, c'est littéralement le cas. Parce qu'on va juste emprunter moins que ce qu'on aurait dû emprunter. Mais c'est quand même de la dette qui, au final, va s'ajouter aux 3 300 milliards d'euros de dette, sans compter ce qu'on appelle les engagements dits hors bilan. Parce que les 3 300 milliards, c'est oublier qu'il y a plusieurs milliers il y a oui, encore 2000 à 3000 milliards de dettes hors bilan. Des engagements de l'État hors bilan, des retraites, etc. D'accord? Donc, ne vous laissez pas berner par tout ça. Finalement, rejet de la loi de finances, pas de cataclysme. La bourse n'a pas chuté. Les marchés financiers continuent à prêter à l'État français. Et nous allons continuer, nous contribuables, à rembourser cette dette. D'accord? Par contre, dans l'immobilier, moi, je suis maintenant contre les formes d'aide, d'argent du contribuable et pas d'argent public, puisque l'argent public est une fiction. Je suis donc plutôt content qu'il y ait moins d'aide pour l'immobilier, parce que paradoxalement, ça va peut-être aussi permettre d'assainir le marché. Quand on aide l'immobilier, qu'est-ce qui se passe? Ça a des conséquences sur le prix des loyers et la valeur de l'immobilier. Ça augmente, fatalement. D'accord? Donc plus c'est simple, moins il y a d'aide, plus le marché correspond à la réalité des choses. Vous le voyez, rejet de la loi de finances, pas d'écroulement de la nation, j'ai envie de dire presque tout va bien. Alors évidemment, on ne peut pas continuer ad vitam aeternam comme ça, mais tant qu'à voter une loi de finances, je rêverais, ça serait la magie de Noël, puisque je tourne cette vidéo à peu près aux environs de Noël, donc je rêverais que dans la nouvelle loi de finances, on abaisse drastiquement la dépense publique et que du coup on emprunte beaucoup moins que ce qui est prévu pour commencer à réduire littéralement le niveau de la dette. Mais attention, quand France Trésor emprunte 300 milliards d'euros et que l'an dernier, je crois, le déficit annuel était d'environ 170 milliards, on peut se dire que l'an prochain, il y aura donc encore 150 à 200 milliards d'euros de dettes qui vont s'ajouter. Le seul moyen de réduire réellement tout ça, c'est d'arriver à un budget positif, où on n'emprunterait plus 1 euro sur une année. Bon, on en est loin. 300 milliards, zéro. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir de sacrés ajustements à faire. Moi j'aime bien l'immobilier parce que en ce moment, il court aussi un petit peu dans l'esprit de certains qu'on pourrait pourquoi pas ponctionner l'épargne des Français pour rembourser une partie de la dette. Par contre, ça va être compliqué de vous confisquer vos biens immobiliers pour rembourser la dette. Je vous le dis. Parce que si on commence à faire ça, il n'y aura personne pour acheter les biens derrière et une obligation d'État ne se rembourse pas avec un appartement.
L'État ne pourrait pas rembourser comme ça. D'accord? Donc l'immobilier, pour moi, présente réellement un caractère antifragile. Il peut baisser de valeur. Vous me direz aussi, ah oui, mais si mon locataire ne paye pas, bah, vous prenez une garantie loyer impayé. Visal, pourquoi pas, mais Visal, n'oubliez pas, hein, c'est une garantie qui est gratuite pour vous. Enfin, c'est ce qu'on pense, parce qu'on ne la paye pas frontalement, mais en réalité, elle est payée avec l'argent du contribuable. Voilà, rien n'est gratuit, encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur finalement l'impact relativement mesuré de la censure et du rejet de la loi de finances, puisqu'ils vont en revoter une dans quelques mois. Il ne sera pas passé énormément de choses. En réalité, ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était que les Français prennent conscience de la nécessité impérative de réduire les dépenses. Et malheureusement, tout le monde ne l'a pas encore compris. Pour tous ces sujets, je dois vous dire que dans le droit d'investir, une fois par mois, il y a ce que j'appelle la séance du coaching commun. Donc 2 heures en live, en Zoom, avec moi, avec tous les abonnés de la communauté du droit d'investir. On échange sur ces sujets, on me pose des questions aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner évidemment, à la partager. Incitez vos amis à s'abonner à ma chaîne évidemment. Et puis je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.